Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ensemble au Salon. Nous sommes, vous et moi, ensemble au Salon depuis 6 jours exactement, ensemble pour accompagner le 24e Salon du livre francophone de Beyrouth qui se déroule au Biel jusqu'à dimanche. Un salon qui plaît à tous les goûts. Écrire, c'est lutter contre l'oubli pour se bâtir une identité, dit une écrivaine brésilienne. Je dirais même plus ou même moins, écrire, c'est bâtir. Bâtir des ponts, bâtir des têtes bien faites, bâtir des générations cultivées. Et en parlant de construction, notre première rubrique, c'est Clin d'œil, une rubrique urbanistique. Le débat qui s'ouvre dans quelques instants parle du littoral, un terme urbanistique par excellence. Un débat modéré par Serge Yazigi en présence de Sébastien Lamy qui sont avec moi ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes en primeur avant votre table ronde. Tout à fait, merci. De quoi parle cette table ronde, Sébastien Lamy, au juste? C'est le littoral, mais quoi au juste? Alors plus précisément, c'est dans le cadre de la présentation du dernier ouvrage effectivement intitulé Le littoral. Nous présentons une conférence qui elle-même est intitulée « Vers une réappropriation du littoral », point d'interrogation, justement pour réfléchir aux questions de savoir comment le public peut se réapproprier les plages, les zones côtières, les corniches, face à ce qu'on pourrait appeler la privatisation des zones côtières. C'est cet ouvrage-là, c'est un ouvrage qui est publié par Majal, dont vous êtes vous-même donc le fondateur, n'est-ce pas? Vous dirigez ces publications, Serge Yazigi? Voilà, donc c'est en fait publié par l'ALBA, donc au sein de l'université de Balamand. Et Majal est un observatoire académique urbain que j'ai mis en place au service de l'université, au service de l'ALBA, pour encourager des publications scientifiques et encourager justement la recherche dans tous les domaines qui sont relatifs à la construction, à l'urbanisme, à l'aménagement. On a besoin de ça, de parler de cet urbanisme qui manque tellement au Liban. Malheureusement, on a des personnes comme vous, des Libanais comme vous, qui travaillent ici. Est-ce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour sensibiliser et l'opinion publique et les dirigeants à propos de l'urbanisme au Liban, Serge Yazigi? Je crois que dernièrement, on a tout de même réalisé que la société civile est en train d'être de plus en plus active. Ce que nous publions est certainement fait une sorte de relais, puisqu'elle permet aux chercheurs, elle permet aux étudiants, elle permet aussi à la société civile, mais aussi aux politiques de pouvoir avoir des documents objectifs qui étayent réellement la situation, leur donnent les arguments et leur permet de mettre en place les politiques nécessaires. À quel point peut-on rester optimiste, Serge ou Sébastien, quand on voit l'état du littoral libanais, puisque vous allez parler de ce thème maintenant? À quel point on peut rester optimiste? Nous avons fait exprès d'être optimistes. Nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix, il faut l'être. Et encore une fois, je crois que les dernières années, on se rend compte que même au niveau de certaines des administrations, comme le ministère de l'Environnement et autres, il y a une prise de conscience. Donc c'est de notre devoir de continuer à travailler, à œuvrer avec eux. Et on tient au Liban et il faut se battre pour ça. Et parmi les ouvrages donc, que vous avez publiés, il y en a beaucoup qui sont là sur la table, qui peuvent être donc, des exemples, des plans d'action également, n'est-ce pas? Des idées à donner pour améliorer cet urbanisme libanais. Nos documents s'ouvrent à la fin, effectivement, vers des réflexions, vers des possibilités. Le but était d'infléchir les politiques nationales au terme sur les lotissements, sur la copropriété, sur, entre autres, le littoral. Donc, une série de thématiques. Et voilà, donc c'est en marche. Il faut suivre le train en marche. Il faut être positif. Et nous sommes reconnaissants, certainement à l'ALBA, à notre université, d'avoir appuyé cette démarche qui est excessivement intéressante et importante, je pense. Bravo, merci. Et je vous laisse filer à votre conférence. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire. Je sais qu'on vous attend dans la salle de conférence juste à côté. Merci pour votre présence sur notre plateau et bonne chance. On vous remercie. Merci à vous. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord.
passons à un autre registre pour le moment. Donc, l'eau à la bouche. Pour vous donner l'eau à la bouche, on va vous parler d'un ouvrage qui s'intitule Manger libanais de Kamal Mzaoua. Bonsoir Kamal. Bonsoir, Lisa. Vous avez bravé tous les embouteillages pour arriver à temps. Bah, on n'a pas le choix. Mais Beyrouth. c'est ça. Mais c'est un sujet qui est tellement appétissant qu'on oublie tout. Hein. D'accord. Bravo pour J'espère ce bien. très bel ouvrage. Merci beaucoup. Donc c'est ça. C'est La beauté, vraiment. c'est Zena Abirach, Oui, c'est pas moi, oui, l'illustratrice. c'est ça. Encore une fois, on sait, on connaît le style de Zena Berach, de très beau style. D'abord, le personnage qui est là, c'est vous, avec ses Non, ce moustaches. n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Je suis pas aussi poilu que ça, je pense. Je n'ai pas de grosses moustaches. Vous en C'est avez. ma mais- chemise peut-être. mais Peut-être. J'ai beaucoup aimé cette couverture qui ne ressemble pas du tout à un livre de cuisine. C'est ça qui est amusant. Mais qu'il est en même temps, mais ce n'est pas seulement un livre de cuisine. Parlez-nous un peu de cet ouvrage qui est un road trip à travers le Liban. Et donc, c'est quoi l'idée à travers cet ouvrage, Kamal? Je ne pense pas qu'il y a plus beaucoup la cuisine pour aller à la découverte de l'autre. Donc c'est surtout sous cet angle-là. C'est comment aller découvrir Georgina au nord, Zainab au sud, les femmes de Ami. Donc comment aller à la rencontre d'un pays que nous ne connaissons pas très bien peut-être, à travers ces femmes, ces terres, ces régions et la cuisine de ces régions-là. Donc on part de Beyrouth vers Saïda, vers la campagne du sud, vers la Bekaa, vers les montagnes, on rentre par Beino, par le Akkar et on revient par le nord, par les montagnes du nord et par Batroun pour revenir à Beyrouth. Super, un vrai voyage culinaire qui donne l'eau à la bouche. J'aime beaucoup comment vous vous présentez, Kamal Mzaoua. Vous dites que vous êtes un activiste culinaire. Quelle belle présentation. Pourquoi activiste? C'est pas moi qui ai décidé, c'est le New York Times qui a décidé il y a quelques années et je ne Oui. savais jamais comment me présenter, donc je me suis dit bon, C'est ça peut super. être bien parce qu'à mon avis, activisme c'est changer et si on ne fait pas quelque chose pour changer au moins un tout petit peu le monde, ça ne sert à rien. Si ce que nous faisons, vous et moi maintenant, ne va pas changer quelque chose dans la tête ou dans le cœur des gens, je pense que c'est inutile. Donc c'est vraiment la responsabilité de chacun de nous d'être un activiste à mon avis et de changer les choses soi-même et les choses et ceux qui nous entourent vers le mieux. Comment peut-on être un activiste culinaire? Donc pratiquement, on sait que vous travaillez sur plusieurs domaines culinaires, aussi bien à Taoulet, à Souq Taïeb qu'à Beyt. Donc c'est à partir de ces projets-là que vous voulez changer quelque chose? C'est à partir de chaque action qu'on peut changer quelque chose, à partir d'une parole que nous partageons ensemble, à travers de soutenir une identité locale, au lieu qu'on ait des identités différentes qui sont construites autour de la religion ou de la politique, qui nous font ennemis peut-être, et qui vont faire que vous et moi, on va s'entretuer, ce qu'on a fait pendant tellement longtemps. Peut-être qu'on va célébrer la différence et la diversité qu'il y a entre nous deux, et se dire qu'il y a un terrain commun entre nous deux, qui est la terre, le produit de la terre, l'agriculture et la cuisine que nous en faisons. Donc c'est comment, dans un pays de tant de diversité, qui à mon avis est un projet pilote du monde du 21e siècle, où le monde n'est plus divisé en deux camps, mais tout le monde est partout en même temps à la fois. Donc comment est-ce qu'on pourra coexister avec l'autre, non pas en faisant la guerre contre la différence de l'autre, mais en trouvant un terrain commun qui est certainement cette terre. On vit tous sur cette même terre, on en fait la même agriculture et on mange la même chose. Vous savez, Kamal, vous parlez de ça. J'ai vu un film qui parlait de l'étymologie des mots. Et le mot copain, ami, ça vient de pain, couper le pain ensemble. Donc Compagnon, partager justement, copain, partager ce même pain, partager Absolument. cette gastronomie, cette cuisine libanaise, rassemble tous les Libanais. Toute c'est ça. cuisine, en arabe on dit fi baynatna khubz wa malah. C'est ça. Donc le lien le plus fort entre deux personnes, c'est quand il y a eu du sel et du pain et du sel entre eux, donc C'est manger joli. entre eux. Voilà. Très joli. Et quels sont vos nouveaux projets? Vous en avez tout le temps. Ben, je voudrais raconter encore plus le Liban à travers sa cuisine, ses terres, ses hommes et ses femmes. J'aimerais bien repartir dans tous les coins de ce pays qu'on voudrait découvrir toujours et toujours découvrir de nouvelles cuisines régionales, de nouvelles maisons dans les régions. Donc, Kamal Mzaoua, c'est quoi votre plat préféré? le taboulé, c'est très facile. Oui, moi aussi. C'est Un ma bon salade taboulé. préférée. Évidemment, un taboulé libanais, pas les fausses versions que nous voyons Oui. en France ou partout ailleurs dans le Justement, monde. avec plein de bourrol dedans, c'est ça. Du couscous, c'est même pas du bourrol. Même N'en pas, parlons même vous pas. avez raison. Et votre endroit préféré? On sait que votre ville, c'est Beyrouth, parce que vous le dites dès le début, Beyrouth, ma ville. Oui. Mais parmi les endroits que Qui est vous avez notre ville à nous visités- tous. Moi, je suis originaire de Jaïta, mais je Mhm. n'habite plus à Jaïta. Et donc, je suis beyroutain et c'est pour ça que j'appelle Beyrouth ma ville, quoi. Excellent. Merci beaucoup pour votre Merci. passage sur notre plateau. Bonne chance pour la suite de vos projets. Merci beaucoup. Merci. À présent, nous lisons ensemble avec Iman Hameidan. Comment allez-vous?
va, et vous? Donc, vous êtes romancière. Votre dernier livre paru est 50 grammes de paradis, que j'ai ici. Je vais signaler que vous êtes plus anglophone et arabophone que francophone, mais que vous allez faire un effort pour notre Bien émission sûr. ce soir. Oui. J'ai beaucoup aimé le titre de votre ouvrage. Oui. Pourquoi il s'appelle ainsi? Et il s'agit d'un parfum que le personnage principal a trouvé à Khan el-Khalili au Caire. Il voulait acheter ce parfum pour sa fiancée qui vit à Beyrouth, qui est une Syrienne qui vit à Beyrouth. Donc j'ai aimé beaucoup le nom de parfum, C'est qui joli. est en fait réel. Il y a Ça un nom existe, de... hein? Oui, Mais ça c'est existe. super. Donc C'est fou comment j'ai gardé ça. tout peut inspirer un romancier. Tout. Tout à fait. Tout peut tout à inspirer fait. un romancier. J'ai gardé en fait le titre 4 ans Uh-huh. sur mon ordinateur. Avant d'écrire Et quand- le livre? Oui. Ah oui, bah c'est super. Parce qu'il y a Oui. des gens qui écrivent le livre et après, Ah non. ils trouvent le Non, non, je titre. commence toujours avec le titre. Bah, Ouais. Iman Hameidan, vous avez donc dans cet ouvrage raconté une très belle histoire. Parlez-nous de cette histoire en deux mots. Il s'agit d'une femme libanaise qui vient de Paris après la guerre parce qu'elle elle voulait travailler dans un film pour Solidaire, pour promouvoir Solidaire. Mais pendant le travail, elle a trouvé une sacoche. Mystérieuse sacoche. c'est ça. Exactement, qui est pleine de lettres, des postcards, des journaux, des photos. Et elle était vraiment, elle était prise par ce qu'elle a trouvé. Elle a oublié son travail. Elle a commencé une recherche très dense pour trouver les gens de cette sacoche. Mais en fait, cette sacoche était un prétexte. En fait, elle était à la recherche de elle-même. Ah oui, Ouais. c'est joli. Ouais. Très joli. Il y a un autre ouvrage dont j'aimerais parler également. Vous présentez cet ouvrage-là qui s'appelle Noir Beyrouth ou Beyrouth Noir. Beyrouth Noir. Oui. C'est une anthologie de plusieurs auteurs que vous avez Exactement. rassemblés ici. C'est un défi de rassembler tous ces auteurs. Oui, bien sûr. J'ai commencé ça en 2012. On a terminé 2014. Le livre est sorti en 2015 en anglais. Mais j'avais le plaisir, c'était un plaisir pour moi de travailler sur cet ouvrage parce que j'ai découvert beaucoup de voix littéraires que je ne connaissais pas avant, surtout les jeunes libanais. Et c'était vraiment un Parce que plaisir c'est de vrai travailler. qu'on retrouve des auteurs qu'on connaît comme Oui, Liam Yahed, oui, Nana Joa Barakat, etc. Et Alaouia d'autres Soba. qu'on ne connaît pas trop. Exactement. Donc vous avez Et fait un mélange exprès. Un mélange, il y avait beaucoup de... Vraiment, quand vous avez dit, un défi, parce que j'ai mis pour moi-même 4 conditions qu'il faut suivre. Oui. La première, c'est de trouver des gens, des écrivains de tous les âges D'accord. et des diversités culturelles genre, et oui, sociales, également. Oui. aussi égalité des écrivaines. Oui. Et le quatrième aussi, de trouver des voix qu'on n'a pas encore lues avant. D'accord, à côté Donc, de celles qui sont connues. Une dernière question, Iman Hameidan. Pourquoi Beyrouth Noir? Beyrouth, c'est une ville pleine de oui, couleurs. oui. Pour moi, c'est une ville arc-en-ciel. Beaucoup de gens ont posé cette question. Pour moi, le noir, c'est une couleur très vive. C'est pas nécessairement triste. Parce que si vous lisez ce recueil, vous allez vraiment rire vrai. beaucoup. Oui, Peut-être il y aura une larme qui coule de temps en temps, mais vous allez rire. également rire, c'est vrai. J'ai lu quelques histoires, quelques Ouais. récits très Ouais. jolis. Merci et bravo pour votre français. Continuez à parler français. Merci beaucoup. À présent, une petite pause publicitaire. Destination Ambition et notre rubrique Éducation en partenariat avec l'École supérieure des affaires. Avec moi sur le plateau, Nancy Jabour, directrice des programmes MBA et Executive MBA. Bonsoir. Et Cindy Nassar, responsable du programme MBA. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Nancy Jabour, parlez-nous des programmes MBA de l'ESA, ces programmes qui, depuis plus de 21 ans, attirent tellement d'étudiants. Bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais juste vous remercier, Elsa, de nous accueillir ce soir. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être là. Donc, pour répondre à votre question, les programmes MBA, notamment le MBA et le MBA exécutif, ont été les premiers programmes créés à l'ESA en 1996. Évidemment, ils ont bien évolué au fil des ans et donc nous cherchons constamment à développer ces programmes en fonction des besoins de nos étudiants et de la demande de nos marchés. Et de plus, j'aimerais bien évidemment mentionner que nos programmes MBA sont accrédités par l'AMBA. L'AMBA, en fait, qui est l'association des MBA,
et qui est basée à Londres. Et donc nous sommes la seule école au Liban ayant cette accréditation et la deuxième au Moyen-Orient. Excellent. Nous avons remarqué que de plus en plus d'étudiants recherchent justement des accréditations à un niveau mondial. Et avoir cette accréditation à l'ESA est vraiment pour nous un label de qualité et une reconnaissance internationale. Et en parlant justement d'international, nos programmes MBA, donc MBA et MBA exécutif, sont en partenariat avec ESCP Europe, qui a été la plus ancienne et la première école de commerce créée en Europe à Paris en 1819. N'est-ce pas? Merci. Cindy Nassar, quelles sont les spécificités du programme MBA? Donc déjà, Elsa, merci de nous accueillir ce soir. C'est un plaisir. Le programme MBA, c'est un programme en fait de management général qui offre la possibilité à des jeunes professionnels dont la moyenne d'âge est de 27 ans à peu près, d'acquérir tous les outils qui leur manquent pour évoluer au sein de leur carrière. À l'ESA, notre programme est en anglais et il est délivré généralement par des professeurs qui viennent de SCP Europe, donc des professeurs internationaux. Et j'aimerais aussi rajouter qu'il y a 2 ans, nous avons restructuré ce programme en introduisant une dimension aujourd'hui sur l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat. C'est-à-dire que ça reste un programme de management général, mais ça donne aussi aux étudiants la possibilité d'innover au sein de leur entreprise ou même être amenés à ouvrir leur propre boîte. Excellent, oui, c'est la mode de plus en plus actuellement, c'est vrai. Et quel serait donc l'élément de différenciation du programme MBA? Je dirais que notre point fort serait cette ouverture qu'ont les étudiants à l'international. De par déjà leur double diplôme, donc à l'issue de leur formation, ils ont un diplôme de l'ESA et un diplôme de SCP. Ils participent également à un séminaire international sur Paris et ils sont tout le temps confrontés à des professeurs internationaux. On a une petite nouveauté dont on est très très fiers. Cette année, on ouvre la possibilité aux étudiants de participer à des cours électifs sur les différents campus de SCP. Ah oui. Donc sur Londres, Paris, Madrid, Berlin, Turin et Varsovie. Un tour du monde en apprenant en même temps, c'est super ça. Et qu'en est-il du programme MBA exécutif? Alors le MBA exécutif est entièrement délivré aussi en anglais. Et donc, à ce moment-là, nos étudiants auront également la possibilité d'approfondir leurs connaissances en leadership, en développement personnel et de renchérir également leurs réflexions stratégiques. Ce programme s'adresse principalement à des auditeurs ayant forcément un minimum de 5 ans d'expérience managériale. Et donc, ils vont également évoluer dans un environnement international du fait que tous les professeurs viennent principalement de SCP Europe et ayant pour la plupart une double casquette, donc professionnelle et académique, d'où en fait la pédagogie des cours sur le MBA exécutif qui est beaucoup plus axée et centrée sur des cas réels d'entreprise. Et les cours sont donnés l'avant ou l'après-midi? Alors les cours, c'est vraiment un programme très flexible avec des cours qui sont délivrés à raison de 3 jours par mois. Donc ça permet justement à nos étudiants de garder leur activité professionnelle parce que de toute façon, ils ont quand même des responsabilités assez importantes en termes managériels. De plus, aussi, ça permet à nos étudiants qui vivent dans la région du Golfe de profiter pleinement de ce programme et de participer, donc de faire des allers-retours. Excellent. Et en parlant également d'international, aussi nos étudiants pourront bénéficier de séminaires internationaux. Donc, ils auront la possibilité de participer à notre séminaire international à Singapour, de plus aux séminaires internationaux également organisés par ESCP Europe, notamment en Chine, en Inde, Brésil et aux États-Unis. Et voilà, un tour du monde encore plus large. Oui, exactement. Merci beaucoup et pour plus de networking également. C'est pour ça, eux, le voilà. réseau, qui est le maître mot de l'ESA. Le réseau qui est un réseau justement très large, donc plus de 4000 diplômés à ce jour. De plus aussi, ils bénéficient du réseau de l'accréditation AMBA. Donc là, ils peuvent aussi avoir beaucoup plus d'échanges avec des étudiants sur un plan international. Excellent. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre passage sur notre plateau. Merci. On aimerait justement aussi conclure par la dimension que nos étudiants ont en termes d'entrepreneuriat. Donc nous avons été témoins de plusieurs vraiment évolutions de carrière, que ce soit
au sein de leur entreprise et que ce soit sur le plan de lancer leur propre projet. C'est ça, les success stories. Exactement. Et une phrase qui nous revient assez souvent de nos étudiants qui nous disent un MBA ou un MBA exécutif, it's a life-changing experience. Super. Et ça donne vraiment chaud au cœur de savoir qu'on a contribué quelque part à l'évolution de leur carrière. Merci, c'est excellent. Merci beaucoup. Merci. Elsa. Donc à présent, une petite pause publicitaire. Et à présent, mon face-à-face est avec François Beaune. Bonsoir François. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier en date s'intitule « Une vie de Gérard en Occident ». C'est l'histoire donc d'une conversation entre un cinquantenaire, Gérard, et un jeune réfugié africain. C'est un vrai sujet ancré dans l'actualité, n'est-ce pas? Alors c'est ce Gérard qui raconte sa vie d'ouvrier de campagne dans le bocage vendéen, vraiment dans l'ouest de la France, à Aman, qui lui ne comprend pas bien le français, en attendant qu'une députée socialiste arrive, et elle n'arrive pas. C'est un peu en attendant Godot, et c'est une farce qui raconte la vie d'un ouvrier d'Occident. Voilà, depuis son apprentissage en charcuterie, puis son travail aux abattoirs, dans la métallurgie, etc. et tous les petits boulots qu'il fait maintenant à la cinquantaine, mais de manière assez drôle et comique, quoi. C'est vraiment une comédie sur le monde ouvrier. Justement, c'est ce qui est beau dans votre style, c'est aussi cette comédie qu'on retrouve un peu partout. Il y a également, donc cet ouvrage, vous allez le signer ici au salon, n'est-ce pas? Oui, je l'ai déjà signé, et voilà, il est présent au salon. C'est l'ouvrage du moment présent, mais vous préparez un autre ouvrage qui va paraître en février. Parlez-nous de cet ouvrage qui parle du Liban. Bah oui, parce que j'ai passé, ça fait longtemps que je viens au Liban, et puis mon père, depuis 30 ans, me parle du Liban, parce qu'il vient plusieurs fois par an. Et en 2016, j'ai eu la chance d'être invité par Beit el-Kotab, la maison internationale des écrivains de Sharif Majdalani, qui m'a d'ailleurs aidé beaucoup, qui a suivi l'écriture de ce livre, à collecter des histoires vraies un peu partout au Liban. J'étais à Baalbek, j'étais à Zarleh, j'étais à Sour, à Saïda, dans le Chouf aussi, où j'ai eu de très belles histoires druzes de réincarnation. Et les gens, je leur posais toujours la même question. Parmi le récit de votre vie, quelle serait cette histoire vraie qui vous tient à cœur, qui vous a marqué, qui vous est chère? Et j'ai eu la plupart des histoires qui portaient sur le thème, de près ou de loin, de la famille. La famille, c'est sacré au Liban. La famille au Liban, je veux dire, il n'y a pas mieux que le Liban pour parler de la famille et de la famille en Méditerranée. Et je me suis dit qu'il était temps de faire un livre consacré avec des histoires vraies, concrètes, de Libanais, des histoires très intimes, voire très sexuelles, de Libanais qui me racontent par le menu leur lien avec la famille, les blocages que ça peut induire, aussi la nécessité de vivre en famille, justement, etc. Donc, la famille qui est partout au Liban. Donc on attend l'apparition de cet ouvrage en février. Merci de votre passage sur notre plateau et bonne chance, François. Merci beaucoup. Merci. Qui dit artiste ne dit pas seulement peintre, dessinateur ou sculpteur. Être DJ, c'est aussi de l'art. Avec moi sur le plateau, Ayman Massaoud, bonsoir. Bonsoir, Elsa. Alias DJ Marc. Oui. Donc, Ayman Massaoud, vous êtes DJ Marc. Pourquoi cette transformation du nom de Ayman à Marc pour le... Parce que tout franchement, Ayman, c'est pas un nom francophone, donc j'ai choisi le surnom de Marc et voilà. C'est mon nom de scène, si vous voulez. Oui, le nom de scène, justement. Vous êtes connu, DJ Marc, pour vos chansons francophones, pour vos soirées francophones. La chanson francophone en plein salon du livre francophone, il faut en parler. C'est devenu de plus en plus à la mode actuellement. Oui, bien sûr, puisque la nouvelle génération demande cette chanson, et surtout les années 80. Donc, et plus que moi, ça fait à peu près 15 ans de carrière. Et dont je partage cette passion avec tout le monde, et voilà. C'est super, on voit les soirées enflammées. Vous avez des projets au Liban, à l'étranger? Il y a vendredi où je quitte pour Dubaï et je prépare, disons, mon 5e événement qui aura lieu en décembre aussi.
Et voilà. Avec la chanson francophone, Bien sûr, la chanson avec la française chanson en toile de française, fond. bien sûr. Ben, c'est excellent. Merci beaucoup pour votre passage sur notre plateau. Merci beaucoup. Et il faut dire aux téléspectateurs que la sélection musicale d'Ensemble au Salon est signée DJ Marc. Merci Ayman. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est ainsi que notre émission prend fin pour ce soir. On termine avec la belle musique. On se retrouve demain à la même heure.